J'étais en train de préparer le déjeuner du dimanche dans ma cuisine à Lyon, et l'arôme de la ratatouille se mêlait à l'odeur des baguettes fraîchement cuites. À 72 ans, j'ai toujours tenu à réunir toute la famille. Le dimanche, une tradition que je maintiens depuis le décès de mon mari Pierre, il y a 15 ans. Les feuilles orangées de l'automne recouvraient les trottoirs dehors, créant un tapis doré que j'observais par la fenêtre en remuant la sauce. Mes enfants sont arrivés avec leurs conjoints et les petits-enfants, emplissant ma petite maison de rire et de conversations animées. La table était dressée avec la vaisselle en porcelaine que j'avais héritée de ma mère, et tous s'étaient installés sur leurs chaises habituelles. C'est alors que Julien, mon petit-fils de 17 ans, m'a regardé droit dans les yeux et a dit avec dédain : « Tu es trop faible, grand-mère. » Le silence qui a suivi fut assourdissant, et j'ai eu l'impression d'avoir reçu une gifle. Les mots de Julien ont résonné dans mon esprit toute la semaine suivante. Je marchais dans les rues pavées du Vieux-Lyon, passant par les ruelles médiévales, où je trouvais toujours du réconfort. Mais cette fois-ci, je ne pouvais chasser la blessure que ces paroles avaient me causée. Au café du coin, où je prenais toujours mon café au lait matinal, Madame Dubois a remarqué ma tristesse et m'a demandé si tout allait bien. Comment aurais-je pu expliquer que mon propre petit-fils me considérait faible ? Moi, qui avais travaillé 16 heures par jour à la pâtisserie locale pour subvenir aux besoins de ma famille, après être devenue veuve, qui avais élevé 3 enfants seuls, sans jamais demander d'aide à personne. Pendant la journée, j'ai reçu des appels de mes enfants, tous indignés par l'attitude du garçon. Ils se souvenaient de la façon dont je les avais protégés, nourris et éduqués, même dans les moments les plus difficiles, quand nous avions à peine de quoi acheter du pain. Le jeudi, nous avons décidé de nous réunir à nouveau, cette fois-ci chez mon fils aîné à Marseille. Le voyage en train à travers la campagne française aurait dû être relaxant, mais mon esprit était agité. Arrivé à l'appartement avec vue sur le port, où les bateaux tanguènent doucement sous la brise méditerranéenne, tous se sont installés autour de la table pour dîner. L'arôme de la bouillabaisse emplissait la pièce, et les bouteilles de Côte-du-Rhône s'ouvraient les unes après les autres. Quand Julien est arrivé, une tension palpable régnait dans l'air. Il s'est assis avec la même expression arrogante que la semaine précédente, comme si rien ne s'était passé. J'observais chaque mouvement de la famille, sentant que quelque chose était sur le point d'exploser. Le garçon ne réalisait pas que tout le monde était prêt à le confronter au sujet de ces paroles irréfléchies qui avaient profondément blessé le cœur de cette vieille grand-mère. C'est pendant le dessert que tout a éclaté. Julien, dans son entêtement juvénile, a répété que j'étais trop faible pour comprendre le monde moderne. Immédiatement, mes enfants se sont levés de table, des voix altérées résonnant contre les murs de l'appartement. Ma belle-fille Marie-Claire a crié, en se souvenant comment je l'avais accueillie quand elle était arrivée d'Algérie, sans parler correctement le français. Mon plus jeune fils a rappelé les nuits que j'avais passées éveillée, à prendre soin de lui quand il avait eu une pneumonie, travaillant le jour et veillant la nuit. Même le plus jeune frère de Julien, âgé de seulement 14 ans, m'a défendu avec véhémence. J'ai vu mon petit-fils pâlir progressivement, ses mains tremblant légèrement, alors qu'il réalisait que toute la famille s'était retournée contre lui. L'arrogance dans ses yeux a commencé à faire place à la peur, et pour la première fois, il a semblé comprendre la gravité de ce qu'il avait dit. Le garçon qui se croyait fort était maintenant complètement seul et vulnérable. Je me suis levée calmement de ma chaise, mes pas résonnant dans le silence tendu qui s'était installé après l'explosion familiale. J'ai marché jusqu'à l'endroit où Julien était assis, son corps raidi par la nervosité, et j'ai posé ma main ferme sur son épaule tremblante. Il n'y avait pas de colère dans mon regard, seulement une sérénité qui venait de décennies d'expérience et de sagesse. « Mon petit », ai-je dit doucement, « la vraie force n'est pas de blesser ceux qui t'aiment, mais de reconnaître quand nous nous trompons. » Ses larmes ont commencé à couler sur son visage, tandis qu'il murmurait des excuses entrecoupées. Progressivement, la famille a repris place,
et le repas a repris son cours naturel. Nous avons servi la tarte tatin que j'avais préparée, accompagnée de fromage de la région, et les sourires timides ont commencé à revenir sur les visages. Ce moment m'a appris que ma supposée fragilité était, en fait, le ciment invisible qui maintenait notre famille unie à travers les années et les tempêtes. Cette nuit-là, en observant ma famille réunie à nouveau en harmonie, j'ai compris que les mots ont le pouvoir de détruire ou de construire. Julien a appris une précieuse leçon sur le respect et l'humilité. Et j'ai redécouvert que ma force n'a jamais résidé dans mes muscles ou ma voix forte, mais dans la capacité d'aimer inconditionnellement et de pardonner. La table était à nouveau pleine de rires, d'histoires et de projets pour l'avenir, comme il se doit toujours. Parfois, les plus grandes batailles ne sont pas gagnées par des cris ou des confrontations, mais par la dignité silencieuse de celui qui a construit une vie entière basée sur l'amour et le dévouement. Et vous, auriez-vous le courage d'affronter toute votre famille en défendant des paroles irréfléchies? C'est une histoire qui montre comment l'orgueil juvénile peut s'effondrer devant la sagesse d'une grand-mère qui n'a jamais été aussi forte qu'en ce moment de pardon. Les jours qui ont suivi cette nuit à Marseille ont apporté un changement subtil mais perceptible dans la dynamique familiale. Julien a commencé à me rendre visite plus fréquemment, apparaissant à ma porte avec des excuses simples comme « Je suis venu chercher le livre que j'ai oublié » ou « Grand-mère, vous avez du sucre ?» Je savais que c'était des prétextes pour passer du temps avec moi, une manière silencieuse de demander pardon et de reconstruire notre relation. Pendant ces visites, il m'aidait avec de petites tâches ménagères, portait les courses du marché et a même appris à préparer mon café du matin comme je l'aimais. Je voyais dans ses yeux une nouvelle vulnérabilité, comme s'il avait découvert que grandir ne signifiait pas mépriser ceux qui l'avaient précédé. Notre conversation coulait naturellement pendant que nous préparions ensemble la pâte à croissant, ses jeunes mains apprenant les mouvements que je maîtrisais depuis des décennies. Ces moments intimes m'ont montré que derrière la rébellion adolescente se cachait un garçon effrayé, cherchant sa place dans le monde. Un matin de décembre, alors que la neige commençait à recouvrir les rues de Lyon, Julien est arrivé chez moi plus tôt que d'habitude. Il apportait avec lui une enveloppe jaunie qu'il avait trouvée dans le grenier de la maison de ses parents, contenant des lettres que j'avais écrites à Pierre pendant la guerre. Nous nous sommes assis ensemble dans le fauteuil en velours rouge du salon et il m'a demandé d'en lire quelques-unes, à voix haute. Ces mots étaient pleins de nostalgie et de détermination, parlant de la façon dont je prendrais soin des enfants seuls, si nécessaire, comment je travaillerais autant qu'il le faudrait pour leur donner un avenir digne. J'ai vu des larmes dans les yeux de mon petit-fils en entendant parler des sacrifices que j'avais faits, des nuits blanches à coudre des vêtements pour vendre, des jeûnes que j'avais faits pour que les enfants puissent manger. « Grand-mère », a-t-il murmuré. Je ne savais rien de tout ça. J'ai expliqué que je ne racontais pas ces histoires pour qu'il ait pitié de moi, mais pour qu'il comprenne que la vraie force se manifeste parfois dans la persistance silencieuse. Noël approchait, et toute notre famille se préparait pour le réveillon traditionnel chez moi. Julien a surpris tout le monde en se proposant d'aider aux préparatifs, ce qu'il n'avait jamais fait auparavant. Nous avons passé tout l'après-midi dans la cuisine. Il observait attentivement pendant que je préparais le foie gras et enseignais les secrets du coq au vin que j'avais appris de ma propre grand-mère. Ses questions étaient différentes maintenant, non plus chargées d'impatience ou de dédain, mais d'une curiosité authentique pour nos traditions familiales. J'ai raconté comment chaque plat avait une histoire, comment la recette de la bûche de Noël avait été transmise de génération en génération, emportant avec elle les souvenirs des Noëls passés et l'espoir de bien d'autres à venir. Il notait soigneusement chaque ingrédient, chaque technique, comme s'il documentait un trésor. À ce moment-là, j'ai réalisé que je n'enseignais pas seulement la cuisine, mais que je transmettais notre héritage culturel, notre identité familiale. La veille de Noël, toute la famille s'est à nouveau réunie autour de ma table.
La décoration de Noël créait une atmosphère magique, avec des bougies vacillantes et l'arôme de cannelle et de vin chaud emplissant la pièce. Julien avait préparé une surprise. Un petit discours qu'il avait écrit spécialement pour l'occasion. D'une voix tremblante mais déterminée, il s'est levé et a demandé l'attention de tous. Il a parlé de la façon dont il avait jugé à tort ma supposée fragilité, de la façon dont il avait découvert que j'étais, en fait, la personne la plus forte qu'il connaissait. Il a mentionné les lettres qu'il avait trouvées, les histoires que je lui avais racontées, et comment cela avait complètement changé sa perspective sur la force et la résilience. Ces mots étaient sincères et touchants, ne laissant pas un œil sec à table. Quand il a eu fini, le silence a été rompu par les applaudissements chaleureux de toute la famille, et j'ai senti mon cœur déborder de fierté et d'amour pour ce garçon qui avait tant grandi en si peu de temps. Quelques mois plus tard, Julien a décidé d'écrire un essai sur moi pour un projet scolaire sur les héros du quotidien. Il a passé des semaines à m'interviewer, me posant des questions sur mon enfance pendant la guerre, sur la façon dont j'avais rencontré son grand-père, sur les premières années de mariage et les défis que nous avions affrontés ensemble. Ces questions révélaient une maturité qui n'existait pas auparavant, une capacité à voir au-delà des apparences et à reconnaître la valeur dans les expériences de vie des aînés. L'essai qu'il a écrit était si touchant que sa professeure a demandé la permission de le lire à voix haute à d'autres classes. Dans cet essai, Julien décrivait comment sa perception de la force avait complètement changé, comment il avait appris que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la persévérance malgré elle. Quand il m'a montré la note maximale qu'il avait reçue, ses yeux brillaient non seulement de fierté pour la reconnaissance académique, mais aussi de la satisfaction d'avoir honoré notre histoire familiale d'une manière si belle et respectueuse. Aujourd'hui, plus d'1 an après ce dimanche fatidique, je regarde en arrière et je vois comment une seule phrase a pu transformer complètement notre relation. Julien est devenu mon compagnon le plus fidèle, me rendant visite presque quotidiennement, m'aidant avec les tâches ménagères et surtout écoutant mes histoires avec un intérêt sincère. Il a appris que la vraie maturité ne vient pas du mépris du passé, mais de l'honneur et de l'apprentissage qui en découle. Notre famille est sortie renforcée de cette crise, plus unie et respectueuse les uns des autres. Parfois, je me demande si ces mots durs n'ont pas été, d'une certaine manière, nécessaires. Un catalyseur qui nous a obligés à confronter des questions importantes sur le respect, la tradition et la valeur de l'expérience. Et ainsi, une phrase qui aurait pu détruire notre relation a fini par nous rapprocher d'une manière que je n'aurais jamais imaginé possible. Qui aurait cru que d'une offense naîtrait l'une des relations les plus précieuses de ma vie? Au printemps suivant, Julien m'a surprise avec une proposition inattendue. Il voulait que je lui apprenne à conduire. À 72 ans, je conservais toujours mon permis de conduire. Et je conduisais ma petite Peugeot bleue dans les rues de Lyon, avec la confiance de quelqu'un qui connaît chaque recoin de la ville. « Grand-mère », a-t-il dit avec un sourire timide, « pourrais-tu me donner quelques leçons avant que je ne passe l'examen officiel ?» L'ironie de la situation ne m'a pas échappé. Le même garçon qui m'avait traité de faible me demandait maintenant de lui apprendre quelque chose qui exigeait courage et habileté. Nous avons commencé les samedis matins, roulant sur les routes de campagne autour de la ville, là où la circulation était plus calme. Pendant ces leçons, nous parlions de tout. Ses projets d'avenir, ses doutes sur l'école, ses rêves de voyager à travers le monde. Chaque leçon devenait une occasion de nous connecter plus profondément, et je réalisais à quel point notre relation s'était transformée en quelque chose de vraiment spécial et réciproque. En été, nous avons décidé de faire un voyage ensemble en Provence, une région que je n'avais pas visitée depuis plus de 20 ans. Julien a insisté pour conduire tout le trajet, appliquant tout ce qu'il avait appris avec moi pendant nos leçons matinales. Nous nous sommes arrêtés dans de petits villages comme Roussillon et Gordes, où les champs de lavande s'étendaient jusqu'à l'horizon, créant une mer violette parfumée qui nous enveloppait de sa beauté hypnotisante.
Il portait mon sac sans que j'aie besoin de le demander, m'offrait son bras lorsque nous marchions dans les rues pavées irrégulières et faisait preuve d'une patience infinie lorsque je m'arrêtais pour admirer des détails architecturaux qui éveillaient des souvenirs de ma jeunesse. Pendant les dîners dans les petits bistrots locaux, il me posait des questions sur ma vie, sur les endroits que j'avais visités avec son grand-père, sur les rêves que j'avais eus et ceux que j'avais réalisés. Ce voyage a scellé notre réconciliation de manière définitive, montrant que nous avions construit une véritable amitié basée sur le respect mutuel et l'amour inconditionnel. À notre retour à Lyon, Julien avait visiblement changé. Ses camarades de classe ont remarqué une maturité différente, une manière plus respectueuse de se comporter non seulement avec moi, mais avec tous les adultes autour de lui. À l'école, il a commencé à se distinguer non seulement sur le plan académique, mais aussi comme un jeune homme qui faisait preuve de valeurs solides et de respect envers les aînés. Sa professeure de français m'a appelé un jour pour me dire à quel point elle était impressionnée par l'évolution de mon petit-fils, surtout après qu'il ait présenté un projet sur les traditions familiales qui a profondément touché toute la classe. Pendant nos conversations du soir, il me racontait comment ses amis venaient à lui demander conseil sur les relations familiales, reconnaissant en lui quelqu'un qui avait appris à valoriser les liens intergénérationnels. Je voyais en lui non seulement un petit-fils qui avait grandi, mais un jeune homme qui était devenu un pont entre sa génération et la mienne, quelqu'un capable de traduire des expériences et des sagesses entre des mondes qui semblaient si éloignés. À l'automne, 1 an jour pour jour, après ce dimanche traumatisant, Julien m'a approché avec une proposition qui m'a émue aux larmes. Il voulait organiser un déjeuner spécial pour recréer ce moment, mais cette fois, avec une issue complètement différente. « Grand-mère », a-t-il dit, « je veux que toute la famille se réunisse à nouveau, et cette fois, je voudrais parler de ta force. » Nous avons préparé ensemble le même menu que ce jour-là. Ratatouille, baguettes fraîches et le dessert préféré de la famille. Quand tout le monde s'est assis autour de la table, j'ai ressenti un mélange de nervosité et de curiosité quant à ce qu'il avait prévu. Au moment exact où il avait prononcé ces mots douloureux, 1 an auparavant, Julien s'est levé et a commencé un discours émouvant sur la force, la résilience et le véritable sens du courage. Il a parlé de tout ce qu'il avait appris de moi, de la façon dont sa définition de la force s'était complètement transformée, et a présenté des excuses publiques pour son attitude précédente. Ce fut un moment de rédemption totale qu'aucun de nous n'oubliera jamais. Les mois qui ont suivi ont été marqués par une proximité que je n'aurais jamais imaginé possible avec un petit-fils adolescent. Julien a pris l'habitude de me promener dans les parcs de Lyon tous les dimanches après-midi, poussant mon fauteuil roulant lorsque les marches devenaient trop fatigantes pour mes jambes moins agiles. Pendant ces promenades, il me parlait de ses découvertes littéraires, de ses opinions sur la politique, de ses projets pour l'université. Je n'étais pas seulement sa grand-mère, mais une confidente, quelqu'un dont il appréciait sincèrement la vie. Quand il a reçu une proposition pour étudier l'ingénierie à Paris, il est venu me consulter avant de donner une réponse à ses parents. « Qu'en penses-tu, grand-mère ? Est-ce que ça vaut la peine de m'éloigner de ma famille pendant quelques années ?» La question m'a profondément émue, montrant à quel point mon opinion était devenue importante pour ses décisions de vie. Nous avons longuement discuté des rêves, des sacrifices et de l'importance de poursuivre ses objectifs, même si cela signifie sortir de sa zone de confort. Aujourd'hui, alors que j'écris ces mémoires dans mon journal, je peux affirmer avec certitude que cette phrase douloureuse a été, paradoxalement, l'un des plus grands cadeaux que la vie m'ait offert. Elle a ouvert une blessure qui devait être ouverte, forcé des conversations qui devaient avoir lieu, et rapproché 2 générations qui semblaient séparées par des abîmes infranchissables. Julien partira pour Paris le semestre prochain, mais notre relation restera solide, construite sur des bases vraies, de respect mutuel et d'amour inconditionnel.
Il m'a promis qu'il reviendrait tous les week-ends. Et je sais qu'il tiendra sa parole. Le garçon qui m'a traité de faible est devenu le jeune homme qui admire le plus ma force. La vie a ses magnifiques ironies. Parfois, nous devons être brisés pour nous reconstruire plus forts. Et ainsi, une seule phrase a transformé non seulement notre relation, mais nous a appris que le véritable amour familial trouve toujours un chemin pour guérir les blessures les plus profondes. Quelques semaines avant le départ de Julien pour Paris, il m'a surprise avec un projet secret sur lequel il avait travaillé pendant des mois. Un matin ensoleillé d'août, il est arrivé chez moi portant une caméra vidéo, empruntée à l'école, et un scénario soigneusement élaboré. « Grand-mère », a-t-il dit les yeux brillants d'attente. « Je veux enregistrer ton histoire pour qu'elle ne se perde jamais. » Pendant 3 jours consécutifs, nous avons passé des heures à parler devant la caméra, moi racontant des souvenirs de mon enfance pendant la guerre, des histoires de mon mariage avec Pierre, les difficultés rencontrées en tant que jeune veuve, et surtout, les leçons que la vie m'a apprises sur la résilience et la persévérance. Julien posait des questions profondes et réfléchies, démontrant un intérêt sincère qui m'émouvait à chaque session. Il était devenu non seulement un petit-fils aimant, mais un véritable gardien de notre histoire familiale, quelqu'un déterminé à préserver notre héritage pour les générations futures à venir. Le résultat final de son projet m'a laissé sans voix lorsqu'il me l'a montré la veille de son départ. Julien avait soigneusement monté toutes nos conversations, intercalant mes paroles avec d'anciennes photographies de famille, des chansons françaises classiques qui avaient marqué ma jeunesse et des images des lieux qui avaient servi de toile de fond aux histoires que j'avais racontées. Le documentaire durait presque 2 heures et racontait non seulement ma vie, mais aussi l'évolution de notre relation depuis ce dimanche traumatique jusqu'à notre réconciliation complète. Dans la partie la plus émouvante, il a inclus des extraits de son propre témoignage, expliquant comment ses perceptions de la force et de la fragilité s'étaient radicalement transformées grâce à notre cohabitation. Nous l'avons regardé ensemble dans le salon, moi lui tenant la main tandis que des larmes coulaient sur mon visage. « Ce sera mon plus grand trésor », ai-je murmuré, plus précieux que tous les bijoux et les héritages matériels. Il m'avait fait le plus beau des cadeaux, la certitude que notre histoire serait à jamais gravée dans les mémoires. Le départ fut plus difficile que je ne l'avais imaginé, même si je savais qu'il était temporaire et nécessaire à son épanouissement. À la gare de Lyon, toute la famille s'est réunie pour lui dire au revoir. Julien portait 2 lourdes valises et un sac à dos rempli de livres. Mais ce qui attirait le plus l'attention, c'était ma pot de confiture maison que j'avais préparé pour qu'il les emporte à Paris. Pour ne pas oublier le goût de la maison, ai-je expliqué en arrangeant soigneusement les pots dans ses bagages. Quand le train est arrivé, il m'a longuement étreinte, me murmurant à l'oreille « Merci de m'avoir appris le vrai sens d'être fort ». Alors que le train s'éloignait lentement de la gare, j'ai agité la main jusqu'à ce qu'il disparaisse de ma vue. Mon cœur partagé entre la nostalgie anticipée et l'immense fierté pour le jeune homme qu'il était devenu. Je savais que notre relation était devenue suffisamment solide pour résister à la distance et au temps qui nous séparerait pendant ses études universitaires. Les premières semaines après son départ ont été marquées par une routine d'appels quotidiens qui s'est rapidement établie entre nous. Julien me téléphonait tous les soirs, à 20h, à l'heure exacte où nous avions l'habitude de prendre le thé ensemble, lorsqu'il vivait encore à Lyon. Pendant ces conversations, il me parlait de ses cours d'ingénierie, des collègues qu'il avait rencontrés, des difficultés d'adaptation à la vie dans la capitale française. Moi, à mon tour, je partageais les petites nouvelles de ma journée, les visites des voisins, les changements dans la ville qu'il connaissait si bien. Ces appels sont devenus le point culminant de mes journées, un moment sacré où notre connexion se renforçait même à distance. Il terminait toujours nos conversations de la même manière. « Je t'aime, grand-mère. Tu es la femme la plus forte que je connaisse.
Ces mots guérissaient quotidiennement tout ressentiment qui aurait pu encore exister dans mon cœur, réaffirmant à quel point notre relation s'était complètement transformée depuis ce dimanche fatidique. Pendant les vacances d'hiver, Julien est revenu à Lyon chargé d'histoires et d'expériences de la vie universitaire à Paris. Il avait encore grandi, non seulement physiquement, mais en maturité et en perspective du monde. Il a apporté des cadeaux spéciaux pour toute la famille. Mais le mien était particulièrement touchant. Un album de photographies qu'il avait monté pendant les mois passés, loin de chez nous, documentant des lieux de Paris que je savais que j'aimerais connaître. Chaque photo était accompagnée d'une petite note expliquant pourquoi cet endroit lui rappelait moi ou une histoire que j'avais racontée. La tour Eiffel parce que j'avais toujours rêvé de la voir illuminée la nuit. Le musée d'Orsay parce que j'avais mentionné ma passion pour la peinture impressionniste. Les cafés du quartier latin parce qu'ils se souvenaient de nos après-midi à parler de littérature. « Quand tu seras prête pour une aventure ?» a-t-il dit avec un sourire malicieux. « J'aimerais beaucoup être ton guide touristique à Paris. » La proposition m'a rempli de joie et d'attente pour de futures aventures, aux côtés de mon cher petit-fils. Aujourd'hui, 2 ans après cette transformation extraordinaire dans nos vies, je peux affirmer que Julien est devenu bien plus qu'un petit-fils pour moi. Il est mon meilleur ami, mon confident le plus loyal et la preuve vivante que les gens peuvent changer quand il y a un amour véritable. Nos conversations téléphoniques restent régulières. Nos vacances ensemble sont devenues des traditions sacrées et notre relation sert d'exemple pour toute la famille sur la façon de surmonter les conflits par un dialogue respectueux et un pardon sincère. Il terminera ses études d'ingénieur l'année prochaine et prévoit déjà de revenir travailler à Lyon, voulant rester proche de sa famille et surtout de moi. Quand je me souviens de ce dimanche où il m'a traité de faible, je souris intérieurement en pensant à l'ironie de la situation. Cette phrase qui aurait pu détruire notre relation est finalement devenue le point de départ de la plus belle amitié de ma vie. Et ainsi, j'ai appris que parfois, les plus grandes bénédictions se déguisent en les plus grandes offenses.